Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous faisons notre sixième séance YouTube du GPS pour la famille. Le sujet d'aujourd'hui, c'est accueillir la colère chez l'enfant. C'est Emmanuelle Leloup qui va faire cette présentation. Elle est mère de famille et coach et je la laisse se présenter plus amplement. Bonjour à Bonjour. tous, bonjour Florence. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler de la colère chez l'enfant. Donc je suis Emmanuelle Leloup, j'habite à Marseille. Avec mon mari, nous avons 7 enfants et j'exerce en tant que coach, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors j'aimerais passer à la page suivante, s'il m'autorise. Voilà. Alors, nous allons parler d'abord de quelques généralités au sujet des émotions, pour ensuite s'attaquer, entre guillemets, à la colère chez l'enfant. Voilà, pour quelles raisons un enfant se met-il en colère? Quelles sont les expressions de la colère? Et puis ensuite, partie non moins intéressante, nous allons parler des parents face à la colère, hein, parce qu'il s'agit bien d'éduquer nos enfants à une bonne colère, disons. Voilà. Et puis, j'aimerais que vous gardiez en tête le fait qu'à la fin de ce petit topo, j'aimerais que chacun, chacune, vous repartiez avec un plan d'action concret, un pack. Voilà, l'idée, c'est vraiment que, à travers ce topo, vous puissiez trouver un peu des manières de mieux appréhender, disons, la colère dans vos familles avec vos enfants. Voilà pour cette petite introduction. Alors, tout d'abord, la colère chez l'enfant, quelques généralités. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, une émotion, c'est une réaction affective qui se manifeste par des mouvements neurovégétatifs. C'est-à-dire que quand on est ému, on va pouvoir pâlir, on va pouvoir rougir, on va pouvoir avoir tout d'un coup le pouls qui s'accélère, des tremblements, ou au contraire, on va pouvoir être abattu. Voilà. S'émouvoir, une émotion, voilà. S'émouvoir, émovérer, se mettre en mouvement. Alors, se mettre en mouvement par rapport à quoi? Une émotion, c'est une réaction par rapport à un stimulus sensoriel externe qui est capté par nos sens. Par exemple, je suis témoin visuellement d'une injustice, je reçois une claque ou une caresse, je sens le feu, hop, danger, je goûte un gâteau, je me délecte, ou j'entends une dispute. Voilà. Alors, une émotion, j'aimerais vous dire aussi ce que ça n'est pas. Une émotion, ça n'est pas une maladie. Voilà, il existe aujourd'hui un défi pour un rapport équilibré à nos émotions. Il s'agit ni de les nier, ni de s'en couper, ni de se laisser submerger. Voilà, il y a une recherche nécessaire d'un certain équilibre. Et deuxième point vraiment fondamental, l'émotion n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Il n'y a pas de connotation morale reliée à l'émotion. C'est un message. Elles sont là, les émotions, et elles ont une fonction. Elles sont là pour nous informer de quelque chose. Elles nous informent sur ce qui nous entoure. Donc, il s'agit pour nous de les appréhender, de les écouter, d'apprendre à les traiter. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est un message que nous envoie le corps. Il s'agit donc de lire ce message, sinon, comme un facteur entêté qui veut nous délivrer un courrier, eh bien, elle va frapper, disons, à la porte jusqu'à ce que le message soit délivré. Donc, l'émotion, en fait, a une fonction majeure à jouer, au même titre que nos pensées et nos comportements. C'est le langage, pardon, de nos états internes qui s'exprime par le corps. Elles nous permettent de nous informer sur l'étape que nous sommes en train de vivre ou de nous informer sur notre environnement. Ce message, il doit être lu, sinon il nous fait souffrir. Souffrir émotionnellement, c'est laisser, on pourrait dire, le facteur dehors.
hein, c'est ne pas prendre acte du message. Voilà, il nous informe, il influence nos comportements et nos capacités. Alors, nous avons, voilà, j'ai mis tout un schéma en fait avec toutes sortes d'émotions, mais il y a 4 émotions de base. D'abord, on pourrait parler de la peur. La peur, elle nous informe sur un danger. Ensuite, la tristesse, elle nous informe qu'une page se tourne, que jamais plus jamais plus je ne retournerai dans ce travail, et jamais plus je ne profiterai de cette maison, etc., etc. C'est le message qui nous dit que nous rangeons une partie de nous-mêmes au musée, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, on peut parler de la joie. La joie nous informe que nous vivons un parfaitement alignement avec nous-mêmes, voilà, que nous sommes exactement là où nous devons être, que nous faisons exactement ce que nous devons faire et que nous sommes exactement qui nous devons être. En fait, que nous sommes le plus possible reliés à nous-mêmes. Et la colère, dont nous allons parler plus spécifiquement maintenant. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La colère chez l'enfant. Pourquoi un enfant se met-il en colère? Alors, pour faire cette partie, je me suis beaucoup appuyée sur le livre d'Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. Alors, un enfant, il se met en colère parce que, par exemple, il ne peut pas faire ce qu'il aimerait faire. Il doit faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il a besoin de se libérer de tension. Il est tout simplement très fatigué ou il a faim. Il n'arrive pas à accomplir une tâche complexe. Il n'a pas les mots pour s'exprimer. Il a appris aussi à d'autres occasions que les crises peuvent aboutir à des récompenses. Ou il veut tout simplement l'attention de ses parents. Bon, il y a plein d'exemples que vous pouvez aussi trouver vous-même, mais on peut néanmoins les structurer en 3 grandes parties, tous ces désirs, tous ces motifs de colère, pardon. L'affirmation d'un désir. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, prenons un exemple. L'exemple d'ailleurs que donne Isabelle Filiosa. Un enfant de 3 ans qui dirait à sa maman, « Maman, j'ai fini ma glace, j'en veux une autre. » Les parents, la maman, « Non, ça suffit, une, ça suffit. » Et l'enfant répondrait, « Bon, d'accord, maman, je comprends qu'une, ça suffit. » Et l'enfant repartirait jouer. Que ressenterions-nous? C'est assez rare, hein? Et bien, en fait, si on y réfléchit bien, on serait extrêmement mal à l'aise parce que ça signifie que l'enfant n'affirme pas son désir avec force et même qu'il l'annule. Voilà. Il est en fait essentiel dans ces cas-là qu'un enfant se mette en colère, qu'il apprenne aussi à mûrir dans ce sentiment, on est d'accord, hein, mais il est normal qu'au début, ce sentiment ne s'exprime pas d'une façon mature, de la même façon que le premier jour où vous leur donnez une fourchette et un couteau, ça ne soit pas tout à fait correct du premier coup. Voilà. Donc, un enfant qui ne se mettrait pas en colère, c'est un enfant qui n'aurait plus aucun désir. Or, le désir est essentiel dans la vie, j'insiste, hein. C'est le désir qui nous meut. En fait, le désir, c'est un principe de vie. Donc, l'affirmation d'un désir. Le deuxième point, c'est l'apprentissage de la frustration. Quand un enfant veut quelque chose, son émotion lui permet de se construire et d'accepter la frustration. Et la colère fait partie de ces étapes. Ainsi, donner satisfaction à l'enfant avant de laisser émerger une demande risque d'empêcher l'enfant, d'une part, de sentir ses besoins et d'autre part, de faire un sain apprentissage de la frustration. Sentir ce besoin, si l'enfant n'a jamais faim, n'a jamais soif, il ne saura pas ce que c'est. S'il ressent jamais aucun besoin, il sera en panique, en fait, tout simplement, le jour où ça lui arrivera. Et pour l'apprentissage de la frustration, un enfant doit apprendre notamment à renoncer à une envie, à apprendre la notion du manque, pour aussi plus tard pouvoir affronter la notion de souffrance. Alors, l'apprentissage de la frustration permet à l'enfant de faire grandir ses désirs pour lui apprendre aussi la notion de plaisir.
le plaisir étant intimement lié à la notion de désir. Plus je désire, plus j'aurai plaisir à posséder. Alors, par exemple, on peut se demander, Thomas, 7 ans, qui voit une petite voiture dans la vitrine placée sur le chemin de l'école. Le premier jour où il la remarque, il la veut. Si je lui donne tout de suite, son désir n'aura pas le temps de grandir et il ne saura pas non plus supporter le fait que la fois suivante, je diffère sa demande. En fait, ce sera même apparenté à une forme de sadisme. Pourquoi un jour tu me donnes et le lendemain tu ne me donnes pas? Il n'y a pas de raison. Je lui refuse le premier jour et je lui refuse le deuxième jour. S'il insiste sur ce désir, eh bien, je peux lui promettre que si c'est son jouet préféré, eh bien, je pourrais lui offrir, par exemple, pour sa fête, mais aussi en lui offrant un autre choix avec d'autres jouets pour qu'il mesure, pour qu'il teste la qualité de son désir, la vraie valeur de son souhait. On peut aussi noter qu'il existe un lien très fort entre le fait de savoir renoncer et la souffrance. Savoir renoncer, c'est savoir souffrir d'un manque. Et ça, c'est un point essentiel dans l'éducation. Car sans apprentissage du renoncement, l'enfant ne saura pas faire de choix. Et d'autre part, si on va un peu plus loin, on peut dire que même la mesure de l'amour est la souffrance. Ça paraît étonnant de prime abord, mais par exemple, si on prend un exemple, on comprend. On s'aime que l'on aime vraiment une personne lorsque l'on souffre pour elle ou lorsque l'on souffre avec elle. Aussi donc, pour être en capacité d'aimer, il faut savoir souffrir. Voilà. Enfin, on peut dire que désirer quelque chose permet d'acquérir la vertu de force et de persévérance. Nous pouvons désirer des biens ardus et s'entraîner à mettre des moyens pour obtenir le bien désiré. Cela nous permet de renforcer notre personnalité. La troisième raison pour laquelle un enfant se met en colère, c'est la confrontation à une injustice. Voilà. La colère, en fait, c'est une réaction face à une invasion. C'est une protestation contre ce que nous ne voulons pas tolérer. Donc la colère, elle est au service de notre personne. Elle est au service de l'identité parce qu'elle permet de défendre son territoire, son corps, ses idées, ses valeurs, son intégrité. Elle donne la force de s'affirmer, de dire non et de se sentir soi. Quelqu'un qui ne ressent pas et qui ne sait pas exprimer sa colère, c'est souvent quelqu'un qui se sent victime et impuissant dans la vie. Voilà. Donc, exprimer sa colère, c'est nécessaire pour sentir sa puissance, pour se faire respecter, pour faire face à la frustration sans être détruit par le manque ou la souffrance, et pour rétablir l'harmonie dans les relations. Alors, quelles sont les injustices auxquelles les enfants sont confrontés? Voilà, c'est l'expression d'un manque par rapport à quelque chose qui est dû. Donc, quel est le dû? On peut se demander quel est le dû en fait pour un enfant. Alors, il y a plein de choses. Donc, les besoins vitaux, voilà. Un nourrisson, par exemple, il ne sera calme qu'avec le sentiment de satiété. Avant qu'il ne soit repu, on peut facilement décoder dans ses pleurs une forte colère. D'ailleurs, ces colères si fortes des nourrissons, on se dit qu'elles sont bien à propos, en tout cas à la mesure de la fatigue des mamans. De temps en temps, il est impossible de ne pas se réveiller tellement un nourrisson hurle. C'est pour combler ce besoin vital. Il a aussi besoin de sécurité, c'est un dû. Voilà, l'enfant n'est satisfait que lorsqu'il bénéficie de chaleur, sinon il peut développer un sentiment d'anxiété. Et parfois, on se dit qu'un enfant est souvent en colère, on va mettre le mot plutôt capricieux. Voilà. Et tout simplement, si on recherche un peu, on se dit en fait, cet enfant, il ne dispose pas d'un environnement sécure, tout simplement. Un enfant, il a besoin d'être aimé de façon inconditionnelle. Voilà. Cet amour, il est donné, il doit être donné sans se soucier de la valeur objective de la personne, sans rien exiger en retour. C'est être aimé juste pour rien.
l'enfant a aussi besoin d'être considéré, estimé. Voilà, on peut donner des exemples, hein, la comparaison avec les frères et sœurs, un regard critique ou négatif des parents, tout ça, ça peut diminuer en fait l'estime de soi et puis faire qu'un enfant se sente très en colère intérieurement. En conclusion, il est vraiment juste qu'un enfant exprime sa colère parce qu'elle est au service d'un principe de vie, le désir, parce qu'elle est une étape nécessaire dans le processus d'acceptation, parce qu'elle permet d'exprimer un manque par rapport à quelque chose qui lui est dû. Donc, oui à l'émotion. Alors maintenant, voyons un peu quelles sont les expressions de la colère. Alors, la colère, elle ne peut s'exprimer que par des mots ou par des actes. Donc, l'agression, qui est le niveau le plus bas de l'échelle de la colère, hein, qui est mordre, tirer les cheveux, pincer, donner des coups de poing, taper, s'emparer des jouets des autres, casser les objets. Le but de l'agression, c'est de causer du tort à une personne, à un objet ou à un groupe. Elle peut être exprimée verbalement ou physiquement. Alors, l'utilisation de l'agression est presque toujours inadéquate et elle entraîne en général des dommages irréparables dans les relations humaines, hein. Tout avantage apparent que l'on pense avoir gagné momentanément sera tôt ou tard assombri par des conséquences destructrices. La colère, elle se retourne toujours contre soi. Enfin, l'agressivité, pardon, pas la colère. Donc, il existe justement une différence entre l'agression et l'affirmation de soi, qui est un comportement sain et approprié. L'affirmation de soi est l'expression directe de ses sentiments, incluant la colère, mais sans l'intention de blesser les autres. C'est ça là où est la grande différence. Alors, la source de l'agressivité des enfants, ça peut être un stress, ça peut être une nature impulsive, des réactions exagérées, des abus ou un manque d'éducation quant à la maîtrise de soi. Donc ça, c'est la première, voilà, la première étape, disons, dans la colère, l'agression. Ensuite, l'évacuation. C'est quoi l'évacuation? C'est l'expression verbale de la colère. Elle est à distinguer de l'agression verbale car son but n'est pas de blesser une personne, mais tout simplement de se débarrasser de ce qui irrite sur le coup. Voilà. Donc, ce genre de comportement peut inclure des cris et des hurlements, des gros mots, des jurons, des plaintes, des répliques, des arguments et même des tirades hystériques. Si ce mode d'expression est désagréable et enfantin, il permet quand même à l'enfant d'exprimer sa colère par des mots et non par des actes. Ça permet quand même d'éviter l'agression. Et il faut faire attention de laisser en fait cette façon aussi de s'exprimer, parce que si un parent dit tais-toi, ne me parle plus jamais sur ce ton, par exemple, l'enfant va pouvoir se tourner vers d'autres modes d'expression qui ne seront pas forcément plus profitables. Les reproches et les privations. Ben voilà, répéter toujours la même chose avec un fond de moquerie, c'est une façon d'exprimer sa colère, avec une immaturité qui s'apparente à de l'évacuation. Voilà. Pourtant, les reproches s'en distinguent, car ils n'ont pas pour but de se débarrasser d'une colère soudaine. On fait des reproches constants, en fait, quand on se sent incapable de contrôler ou d'influencer quelqu'un ou quelque chose. Le silence et le repli sur soi. Voilà, se taire et se renfrogner sont des moyens inadéquats aussi d'exprimer sa colère. C'est une façon d'éviter d'admettre notre colère et d'éviter d'affronter les situations d'injustice, par exemple. On se coupe des autres, en fait. La colère déplacée. Alors, la colère déplacée, c'est lorsque l'on est en colère contre quelqu'un avec lequel on ne veut pas rentrer en conflit, qu'on ne peut pas aborder. Par exemple, son patron ou un prof. Dans ce cas-là, il est courant d'utiliser comme cible des personnes innocentes. On peut prendre un exemple concret en famille. Par exemple, si je ne peux pas me mettre en colère contre le papa qui laisse traîner ses chaussettes partout, le jour où je vois un enfant qui laisse traîner ses chaussettes, j'hurle dans la maison sur les chaussettes en espérant finalement que le père va entendre le message. Voilà, tout ça c'est de la colère déplacée.
Et l'autodestruction, c'est la tendance à résoudre sa colère en la dirigeant contre soi-même. Voilà, par exemple, un enfant qui s'est appliqué pendant des heures à faire une maquette, il y a un petit qui passe et qui effleure la maquette, et pour exprimer sa colère, en fait, l'enfant, au lieu de crier sur son frère, va tout détruire sa maquette. Voilà. Ça, c'est une autodestruction. Donc ça, ce sont les moyens. Alors évidemment, ce n'est pas des expressions matures de la colère, hein, pour l'instant. Alors, quelle est l'expression de la colère selon les âges? Alors, avant 1 an, les colères s'appellent rage du bébé. Le bébé, pour exprimer son insatisfaction à certains moments, va entrer dans un comportement de rage avec des mouvements anarchiques, des cris inarticulés et même des phénomènes vasomoteurs. Il va rougir, pâlir, ça peut être très impressionnant. Alors, ça dépend. Il y a des nourrissons qui sont très en colère et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus patients, qui sont moins impatients que d'autres. Mais ça peut être très violent. Ensuite, il y a une période de transition où la colère est une manifestation banale du comportement. Voilà, ce sont des périodes où se développe le besoin d'indépendance et d'affirmation de soi. L'enfant se pose en s'opposant. Il peut hurler, il peut vociférer, trépigner, il se jette par terre, il peut même se frapper. En fait, il décharge son agressivité au travers de son propre corps. Alors, c'est la période où il découvre les premiers interdits parentaux. Il est tiraillé en fait entre la peur de braver l'interdit et ses propres envies. Ça provoque en lui une émotion intense et brutale qui se traduit par de la colère. Ce sont des colères explosives. Et puis, au fur et à mesure, il acquiert le langage, avec tout d'abord l'apparition du nom, ce qui donne à l'enfant une nouvelle possibilité d'appréhender le monde et de s'y opposer. Il passe ainsi d'un langage corporel à un langage parlé pour exprimer son malaise. À partir de 3 ans, on peut dire qu'il parle mieux. Et donc, la colère devient un outil pour faire pression sur ses parents ou pour capter leur attention. En principe, les colères vont s'estomper un petit peu. Après 4-5 ans, l'enfant sait qu'il se met en colère et il peut mieux la contrôler. Elle exprime davantage une révolte contre ses parents, contre lui-même, son sentiment d'impuissance et ses limites. Un enfant qui ne peut exprimer ses insatisfactions que par des colères montre qu'il a du mal à s'affirmer, à conquérir les limites de son propre moi. Alors, derrière l'écran, j'entends déjà l'inquiétude de certains d'entre vous qui se disent que leurs enfants sont grands et qui continuent à exprimer leur colère de façon immature. Alors, ça peut arriver. Il n'y a pas de catastrophe. Moi, ce que je vous décris là, ce sont les étapes d'un développement classique, mais l'enfant peut toujours apprendre, réapprendre, mieux apprendre. Ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas appris à nager à 6 ans que c'est cuit pour la vie. Voilà, donc ici, on est là pour grandir. Alors, comment gérer les parents face à la colère? Le premier point, en fait, c'est gérer la colère des enfants. Dans sa colère, alors ça, c'est fondamental, l'enfant n'est pas maître de lui-même. Il n'est pas raisonnable. Aucun argument ne parviendra à le calmer. Pour se sentir en sécurité, l'enfant a besoin de savoir que si lui perd le contrôle, les adultes autour de lui, eux, garderont leur maîtrise de soi. Ça, c'est fondamental. Alors, quelques pistes. D'abord, rester serein. Déjà, se répéter, se dire, les grandes colères sont un cap normal d'affirmation de soi. Pas de panique. Il n'y a pas lieu pour les parents de perdre confiance en eux, ni dans leur façon d'éduquer leurs enfants. Il faut que ça se passe. Restez serein. Ensuite, rassurer l'enfant plutôt que de le raisonner. Si le parent se met à crier, par exemple, l'enfant il sera encore plus affolé. Il peut même arrêter sa crise tout net. Mais dans le fond,
il sera encore plus angoissé. Alors, le rassurer, ce n'est pas forcément lui dire tout va bien mon petit chou, continue à te rouler par terre, c'est pas ça, mais c'est adopter un comportement d'adulte qui reste responsable et maître de lui en gérant avec calme et fermeté la situation. Donc, rassurer l'enfant plutôt que de raisonner. Sur le moment, gérer, oui. Alors, ça peut être tout simplement extraire l'enfant de la situation s'il ne se calme pas. Je le prends par la main, je l'emmène dans sa chambre sans fermer la porte et je lui dis de revenir dans un petit moment quand ça ira mieux. Voilà. Ne pas perdre le contrôle, ça peut être aussi pour nous compter jusqu'à 10 dans notre tête pour reprendre nos esprits. On peut aussi, par exemple, s'accroupir à côté de lui et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Ou lui chanter quelque chose. Hein. Au début, il n'entendra rien, mais il va quand même finir par écouter ce qu'on lui raconte. On peut aussi lui dire qu'on comprend sa colère. On peut aussi poser des mots nous-mêmes, c'est-à-dire l'amener à dire ce qui ne va pas, en lui proposant des options. Est-ce que tu es fâché parce que ça ou parce que ça? Et ainsi, plus il progressera dans l'acquisition du langage, plus les colères perdront d'intensité parce que plus il sera capable d'exprimer en fait ce sentiment. On peut enfin utiliser l'humour, mais avec beaucoup de délicatesse et sans moquerie. On peut par exemple imiter, mais très gentiment, avec tendresse et taquinerie, hein, l'enfant en singeant ses expressions. Ça peut aider l'enfant à s'extraire de la colère. J'ai pas mal testé moi-même et j'avoue que ça fonctionne pas mal. Ensuite, évidemment, éviter les interventions disciplinaires négatives. Alors, taper, c'est plus très à la mode, mais je le rappelle quand même. Menacer, humilier, comparer, culpabiliser, crier, sermonner, juger. Voilà, tout ça, ce sont des interventions disciplinaires négatives. Alors, attention oui, à ce qu'on dit, hein, parce que on peut, voilà, ce n'est pas possible d'avoir un enfant méchant comme toi. Voilà. On attaque le comportement, bien sûr, l'agressivité, bien sûr, mais pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui est mauvais, c'est son comportement. Voilà, Et puis, saisir les opportunités pour encourager l'enfant. C'est très bien, Gustave, de partager tes jouets avec ta sœur. Voilà. Ou on pourrait aussi être positif en disant je vois que tu es très en colère, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu es si fâché. Voilà. Alors, chercher les causes. Les causes, on peut regarder un peu plus loin que la crise en elle-même. Hein. Que se passe-t-il dans sa vie? On ne se met pas en colère sans raison. Est-ce qu'il y a un nouveau bébé? Est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce que le rythme de la famille a changé? Est-ce que l'un des deux parents est moins présent? Est-ce que les parents ont eu des chocs affectifs eux-mêmes dans leur famille? Ai-je tout bêtement modifié l'heure des repas? Voilà. Ce sera aussi l'occasion de réfléchir à la manière de mieux le faire grandir, le conduire, le rassurer, le cadrer. Ensuite, faire la paix. Après une colère, sachons faire la paix. Pour un enfant, un épisode de colère, c'est un événement violent. D'ailleurs, il hoquette parfois encore plusieurs minutes après sa crise. Il peut craindre en fait d'avoir cassé quelque chose dans sa relation avec ses parents. Donc, il s'agit de le rassurer, de mettre des mots sur ce qui vient de se passer et d'exprimer vous-même ce que vous ressentez une fois que le calme est revenu. Par exemple, hein, je comprends ta colère, maintenant c'est passé, on n'en parle plus. Tu es ma grande fille que j'aime, mais sache que je suis triste que tu te roules par terre. En fait, les colères, elles cesseront puisqu'elles n'amènent pas l'enfant à obtenir de vous tout ce qu'il veut. Hein. Ensuite, féliciter l'enfant lorsqu'il parvient à se reprendre et à exprimer ses émotions d'une manière plus rature. Bravo mon chéri, j'ai vu que tu étais très en colère et tu as exprimé les choses calmement. Voilà, féliciter l'enfant. Alors, une fois qu'on gère la colère sur le moment,
La colère, en fait, on pourrait dire que c'est une occasion rêvée pour faire grandir nos enfants. En fait, dans la colère, on pourrait dire qu'il y a 2 étapes pour une colère mature. D'abord, être capable de regarder l'événement tel qu'il est dans la vérité, puis réagir avec justesse à cet événement. Et c'est bien là l'enjeu. Profiter de leur colère pour développer leur intelligence et leur volonté. En effet, le sentiment de colère peut être ordonné à la vérité ou pas. Voilà. On peut se mettre en colère injustement, en fait, du fait d'une incapacité à regarder l'événement tel qu'il est. En fait, lorsque l'émotion qui surgit n'est plus en rapport avec la vérité, c'est le filtre de l'affectivité qui reçoit l'événement qui est déformé par un manque d'intelligence, de clairvoyance pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc, 2 cas, hein. Soit l'enfant croit qu'il ne possède pas le bien dû, soit l'enfant croit qu'un mal l'a atteint. Mais c'est à nous, en fait, de remettre de la vérité, de l'intelligence quand une colère survient. Par exemple, Clément se met à taper sa sœur jumelle Valentine, alors que les parents viennent de fêter leur anniversaire. En fait, il se met en colère parce qu'il croit que ses parents l'aiment moins que sa sœur. Étonnant un jour d'anniversaire. En fait, il pense qu'il a eu un cadeau d'anniversaire moins beau que sa sœur et que du coup, c'est le signe que ses parents l'aiment moins. Pourtant, nous, parents, on sait bien que la réalité objective, elle est différente. Hein. Les parents ont voulu faire plaisir également à Clément et Valentine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est l'occasion, quand l'enfant exprime cette colère, de lui redonner un peu, de lui remontrer les choses en vérité. Lorsque la personne est capable de regarder l'événement tel qu'il est vraiment, la colère peut être un sentiment qui se développe aussi par rapport à l'absence réelle d'un bien dû. Et c'est là où intervient la volonté, dans notre capacité à réagir justement ou non à l'événement, c'est-à-dire à faire usage de notre volonté. La colère, elle peut être au service de l'amour ou d'aspirations plus égocentriques. Et c'est à nous de faire grandir nos enfants là-dedans, à faire grandir nos enfants dans l'amour. Prenons un exemple. Paul a 13 ans et Martin 9 ans. Ils dorment dans la même chambre. Et Martin n'arrête pas de chanter. Mais Paul, lui, il est au collège, il est fatigué de sa journée et il est préoccupé. Il a en plus une mauvaise nouvelle à annoncer à ses parents, il a une mauvaise note en maths. Donc pour lui, ce bruit, même si il aime son frère, hein, mais ce bruit, pour lui, c'est un mal objectif. On est d'accord. Ce n'est pas un défaut d'interprétation de la réalité de sa part. Ce bruit lui tape sur le système et ce n'est pas une invention. Il peut penser, bah, moi aussi, j'ai le droit d'être tranquille dans ma chambre, ça suffit. 2 possibilités pour lui. Soit Paul reste campé sur son bon droit et exige le silence, il réagit, il agit en fonction du bruit de son frère. Il vocifère, il hurle, il tape, bref, il agresse son frère. Ou bien, il est déjà assez mature et il a une volonté assez exercée et il peut choisir, par exemple, de chanter avec son frère. Il peut choisir de quitter la pièce. Il peut choisir d'en parler à sa maman pour lui dire qu'il comprend bien que Martin ait besoin de chanter, mais que lui, il a du mal à trouver une solution pour que chacun puisse profiter de la chambre. Voilà. Dans le deuxième cas, Paul fait preuve de maturité. Sa colère se met au service de sa personne. Ce n'est pas un exercice facile. Hein. D'ailleurs, plutôt que de prendre l'exemple de Paul et Martin, je vous encourage à faire l'exercice de mouliner intelligence et volonté en prenant un exemple concret de votre vie. Ça peut être par exemple, voilà, je viens chercher mon enfant à l'école, j'ai une grosse journée de travail et il chouine, il chouine, il chouine. Et ça fait 1 heure qu'il chouine. Voilà. Comment faire? Comment agir? Comment exprimer ma colère de façon mature? Je vous laisse réfléchir. En tout cas,
Notre rôle est bien de faire grandir nos enfants pour qu'ils deviennent maîtres de leurs émotions, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être conscients des émotions qu'ils vivent, et puis qu'ils les ordonnent non seulement à la vérité, mais aussi à l'amour. Alors, bien sûr, comme on vient de voir, il y a des colères que nous pouvons, entre guillemets, utiliser pour faire grandir l'enfant dans ses capacités. Mais il y en a aussi qui sont peut-être quand même évitables, hein, pour avoir un, un style de vie familiale équilibré. Choisissons nos combats, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine non plus de se mettre dans des situations où l'enfant va toujours se mettre en colère. Alors, pour cela, quelques suggestions. Alors, éviter qu'il soit trop fatigué ou affamé. Par exemple, je ne vais pas demander à mes enfants de 4 et 5 ans de manger tout seul une soupe après une journée fatigante. Ils n'aiment pas ça, ça coule partout, c'est compliqué, franchement. Le combat ne vaut pas forcément le coup tous les jours. Ensuite, organiser nos vies de façon à ne pas avoir de situations conflictuelles inutiles. Par exemple, ça peut être ne pas modifier les habitudes pour céder à un caprice exceptionnellement. Si les enfants ont l'habitude de regarder un épisode de film, eh ben, ce n'est pas question d'en donner un deuxième. C'est parce qu'après, ça va être une source de combat continuellement. Ensuite, offrir des choix lorsque c'est possible. Voilà, la participation active leur permet aussi de ne pas résister systématiquement à l'autorité et de les aider aussi à devenir autonomes et à affirmer leur personnalité. Bon, par exemple, on est mercredi, les enfants traînent, voilà, et j'ai pas envie qu'ils regardent un film. Donc voilà, je peux leur dire, bah, est-ce que vous préférez jouer avec vos Playmobil ou faire un dessin? Voilà, je leur offre un choix. Ensuite, éviter de placer l'enfant dans une situation trop difficile pour lui. Si je demande à un enfant de 4 ans de faire ses lacets tout seul le matin, voilà, je sais que à l'heure de partir à l'école, ça va être compliqué, ça va être une source de stress, etc. Donc, bon, le mercredi, le samedi et les dimanches, oui, il va s'exercer à faire ses lacets. En semaine, peut-être pas. Ensuite, préparer l'enfant au changement. Donner des consignes, voilà, pour préparer l'enfant. Par exemple, voilà, bah, tu as encore 10 minutes pour te préparer avant d'aller à l'école. Est-ce que tu as besoin d'aide? Hop, on passe à autre chose. Évidemment, les parents n'est pas toujours sur les enfants, donc 5 minutes avant de partir. Voilà, dans 5 minutes, on part à l'école. Est-ce que tu es prêt? Et puis pour finir, allez, viens, on part à l'école. Donc l'enfant, il n'est pas pris de court. Voilà, il n'a pas à affronter la surprise et c'est très sécurisant. Donc ça évite des situations angoissantes de colère. Ensuite, donner des explications sur l'organisation des événements. Voilà, l'enfant, ce n'est pas un truc qu'on trimballe à gauche, à droite, sans qu'ils prennent part, sans qu'ils ne comprennent rien. Voilà, on peut dire, bah voilà, dans 3 nuits, dans 3 dodos, nous partirons en vacances et nous les parents, et vous resterez seuls avec les grands-parents. Voilà, prendre le temps de leur dire au revoir, voilà, pas partir en catimini, voilà. Donner de la sécurité. Et puis, enfin, les enfants, en fait, ils nous observent et si on aborde les situations avec calme et maîtrise de soi, en sachant loyalement défendre nos exigences, bien sûr, ils ne feront pas en principe de difficultés. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. Ensuite, alors, la colère des parents, grand sujet. Est-ce que les parents peuvent se mettre en colère? Alors, pour que nos enfants sachent gérer leur affect, eh bien, il est essentiel que nous soyons exemplaires dans ce domaine. Voilà. Il est sain que les parents expriment leur colère parce que le parent doit pouvoir affirmer ses propres désirs. Les désirs, ils ne sont pas forcément égoïstes ni dépourvus de sens.
le parent n'a pas à renoncer à son désir lorsque la volonté de son enfant s'y confronte. Je désire que mon enfant de 2 ans prenne son bain. Ce désir est ferme et il doit s'affirmer. Et aussi, deuxième raison, c'est parce que le parent doit défendre la justice et éduquer l'enfant à la justice qu'un parent doit exprimer sa colère. Il est juste qu'un parent défende son statut de parent et qu'un enfant lui obéisse et le respecte. Voilà. Les enfants, eux, ils découvrent les règles du jeu et ils sont là pour les challenger. C'est normal, c'est leur job. Mais nous, on est là pour poser le cadre. C'est pour cette raison que nous devons nous mettre en colère pour exprimer avec fermeté les limites. Voilà. Une colère mûre et des parents est nécessaire à la construction de l'enfant. Il est juste d'exprimer la colère. Ce qui est injuste, c'est d'utiliser la violence pour exprimer la colère. Il existe une confusion, comme on l'a dit, entre colère et violence. Ma colère parle de moi, de mes sentiments. La violence parle sur l'autre. Elle accuse, elle cherche à blesser, à détruire. La violence, ça n'est souvent que le résultat du refoulement de la colère. Alors, affronter sa colère en tant que parent. Comment exprimer avec justesse sa colère? Finalement, comment affirmer son autorité? Alors, il y aura tout un topo sur l'autorité, donc je ne vais pas trop m'attarder. Mais on peut donner quelques outils pour affronter sa colère. D'abord, la maîtrise de soi. Alors, pour être maître de soi, la première chose, c'est qu'il convient de se souvenir de nos colères. Lorsqu'on se met en colère, souvent, la première chose qu'on veut faire, c'est oublier le plus vite possible parce que finalement, on n'est quand même pas très fier de ce qui vient de se passer. Or, pour pouvoir l'identifier et s'en souvenir, voilà, il convient vraiment de se la remémorer, voilà, pour ne pas nous laisser dominer par notre colère la prochaine fois. La maîtrise de soi, c'est rester ferme mais plaisant. Je ne veux absolument pas que tu grimpes à cet escabeau. C'est compris? J'affirme avec force. La maîtrise de soi peut être facilitée aussi par de l'auto-verbalisation positive. Voilà, l'aîné ne veut pas faire ses devoirs, il va falloir que je m'y colle. Donc là, hop, auto-verbalisation. C'est mon rôle de mère d'être là pour les accompagner. Courage, je suis là pour ça. Passons un bon moment ensemble. Prendre du recul. Ils sont en train de se disputer et là, j'ai juste envie d'exploser. Bon, je me mentalise. Rien de grave, c'est de leur âge. Allons gérer la situation. Ça peut être aussi la maîtrise de soi. Quand on sent qu'on va exploser, c'est simplement sortir de la pièce. C'est tout bête, mais ça permet parfois de reprendre ses esprits. Dire les choses de manière responsable. Ça aussi, c'est être maître de soi. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi à son enfant parce que c'est vrai. C'est vrai, lui, il fait n'importe quoi, donc je peux me lâcher. Non, on est là pour les accompagner à grandir et non pour nous défouler. Il faut trouver des salles de sport pour se défouler. Le deuxième point, c'est être responsable de sa colère. Tu me mets en colère. Non, ça, c'est pas adéquat. C'est je suis en colère parce que tu as frappé ton frère. Voilà. Pour être responsable, il faut d'abord être capable d'identifier sa colère. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en colère. On se sent jaloux, frustré, blessé, mais on ignore que la base, c'est la colère. Notre colère, c'est notre responsabilité. Et la façon dont nous la gérons, c'est également notre responsabilité. Voilà, l'enfant n'est évidemment pas le dépotoir de nos colères. J'ai eu un litige au bureau, je suis crevée, je suis inquiète avec ce litige, et puis paf, la moindre petite bêtise de mon enfant m'entraîne à déverser toute la colère accumulée. Non, ça, c'est pas possible. Alors, les langages de la colère. Alors, si le langage de l'amour est évident, en fait, c'est évident parce qu'on n'est pas pris au dépourvu quand il s'agit de faire des compliments, de complimenter, voilà, de gratifier nos enfants. Par contre, la colère, le problème de la colère, c'est qu'elle nous prend au dépourvu. Donc,
le langage de la colère, ça s'apprend. Voilà. Il s'agit d'écrire son humeur, de décrire le message intérieur qui se forme dans ma tête. Voilà. Et trouver des exemples de langage pour exprimer à la fois l'humeur et le message. La meilleure façon d'exprimer sa colère, c'est verbalement, plaisamment, directement avec la personne contre laquelle nous sommes en colère, tout en désirant la réconciliation et une meilleure entente avec celle-ci. Un langage aussi de la colère, parfois on ne peut pas exprimer en fait notre colère pour la personne, pas forcément, je ne pense pas forcément à des enfants, mais ça peut être tout simplement d'écrire aussi sa colère pour se soulager et pour, comment dire, préciser aussi ce qu'on ressent. Alors, la colère. Alors, j'ai un petit hop. Et voilà. Donc, c'est la conclusion. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu perdue dans les slides. Alors, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous voulez retenir de ce topo, comme je vous l'avais exprimé en introduction. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour mieux accueillir la colère de mon enfant, ou aussi, moi, pour mûrir dans ma façon de me mettre en colère, hein, comme on a vu tout à l'heure, intelligence et volonté. Je vous donne aussi la bibliographie sur laquelle je me suis appuyée pour bâtir ce topo. Donc, comment vraiment aimer votre enfant de Ross Campbell. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Isabelle Filiosa qui a bien expliqué les 3 différentes catégories hein, de colère, donc au cœur des émotions de l'enfant. Et puis, pour exprimer la colère de façon mature, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je te laisse la parole, Florence. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, pour ton exposé sur la colère chez l'enfant. Je pense qu'on a tous beaucoup appris, compris, et maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail, en chacune et chacun se mettant à notre pack. J'en profite pour vous signaler que si certains d'entre vous veulent nous contacter, GPS pour la famille, vous avez ici notre mail, gpsfamille@gmail.com. Ensuite, vous pouvez liker, vous abonner si vous voulez, puisque à l'heure actuelle, donc, le topo d'Emmanuel est le 6e, donc il y a 5 déjà vidéos sur YouTube du GPS pour la famille, donc n'hésitez pas à les regarder et à nous dire ce que vous en pensez et à les transmettre à vos amis. Et à vos familles, voilà, belle-sœur, belle-fille, fille, amis. Les sujets sont passionnants. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.